Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de mes avis lecture et ça va regrouper mes lectures du mois de décembre. Vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 7 en tout, mais il y a une bonne raison à ça, c'est que j'ai absolument pas eu le temps et ni même parfois l'envie de lire au mois de décembre. Avant de partir en France, c'était à cause du stress et du temps lié aux préparatifs. Pendant qu'on était en France, c'est évident, c'est qu'on a préféré passer du temps avec nos familles, nos amis, profiter, aller se balader, tout ça, plutôt que de lire et le soir en général on se couchait tard ou alors j'étais vraiment trop fatiguée pour lire. Et ensuite là ça fait une petite semaine qu'on est rentré et honnêtement j'ai préféré profiter quelques jours de vacances qui restaient à mon chéri pour passer du temps avec lui et j'ai pas franchement pris le temps de lire à part un tout petit peu, vous verrez sur mes dernières lectures. Mais donc voilà, ça explique qu'au final j'ai très peu lu au mois de décembre, mais c'est pas très grave. Je suis pas du genre à me mettre la pression sur mes lectures, quand je sens que j'ai pas envie, je préfère mettre mes lectures en pause, faire autre chose et ensuite quand ça revient, tant mieux. Et si ça revient un peu plus tard, et bah tant pis, c'est pas grave du tout. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait juste pour vous résumer très rapidement, on est allé à la plage, on a vu des amis pour le nouvel an, on est allé faire notre 3e dose de vaccin, beaucoup moins intéressant mais vachement utile. On a fait des puzzles, dont un puzzle de 1000 pièces absolument magnifique, je vous le montrerai peut-être un jour en vlog si j'ai l'occasion. Et puis bah voilà, on a profité, on s'est surtout bien reposé. On est même allé dans une crêperie française ici à Édimbourg que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le Petit Café. Si un jour vous avez l'occasion, je vous les recommande vivement. Enfin bref, voilà, on a bien profité de ma dernière semaine de vacances pour pouvoir attaquer l'année en bonne forme. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous souhaite bien évidemment une excellente année 2022. Je vous souhaite surtout qu'elle vous apporte tout ce que vous méritez et tout ce que vous souhaitez, et qu'elle soit surtout meilleure que 2021, si pour vous 2021 n'a pas été une très bonne année. Enfin bref, voilà, j'arrête de blablater, j'arrête de vous raconter ma vie, et puis on commence tout de suite avec mon premier roman lu en décembre. Ce premier roman, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vlogs du mois de décembre. Il s'agit de High Fire de Eowyn Colfer. Eowyn Colfer, je vous l'avais dit en vlog, mais je le rappelle simplement pour ceux qui ne les auraient peut-être pas vus, c'est l'auteur qui a écrit il y a plusieurs années la série des Artemis Fowl, qui est donc une série plutôt jeunesse middle grade dans laquelle on a un adolescent qui va devenir un espèce de génie du crime dans le monde des fées, des Korrigan, des trolls, etc. Qui est une petite série, ma foi, très sympa pour la jeunesse. Et en fait, High Fire, c'est le premier roman adulte de l'auteur, et effectivement, on est vraiment dans de l'adulte. J'y reviendrai plus tard, je vais d'abord vous parler du résumé. Dans ce roman, on se trouve à la Nouvelle-Orléans, dans le Bayou, et on va suivre deux personnages en parallèle. D'une part, Squib. Squib, c'est un ado de 15 ans. Sa maman a du mal à joindre les deux bouts, et elle est célibataire, elle fait de son mieux pour l'élever. Et il sent bien qu'il y a un policier véreux qui commence à tourner autour de sa maman, et que l'argument principal de ce policier, c'est que il pourrait sortir sa maman de la galère, et entre autres l'aider financièrement. Donc Squib se dit que pour se débarrasser de ce monsieur pas franchement cool du tout, et qu'est-ce qu'il va faire? C'est accepter de se lancer dans un petit trafic pour se faire de l'argent. Et c'est à cette occasion-là qu'il va se rendre compte que ce policier est réellement très véreux, et il va découvrir un petit peu ses vilains petits secrets. Le deuxième personnage que l'on suit, c'est donc ce dragon que l'on voit juste ici, dont le nom complet est Lord Highfire, et qui est le dernier de son espèce. Il a vécu plusieurs millénaires et tous ses autres compagnons dragons sont morts. Lui, il se cache depuis des années dans le Bayou à la Nouvelle-Orléans, il fuit au plus possible la compagnie des humains, et leurs chemins vont se croiser, et Squib va devenir en quelque sorte un petit peu le petit homme à tout faire de ce dragon. Je vous en dis pas plus, on est dans un roman à l'ambiance clairement très mafia, un peu film noir, mais version comédie, et là où je vous disais que c'est un livre très adulte, c'est dans le ton. Il y a énormément d'humour assez vulgaire, assez grossier dans ce livre, le langage aussi, clairement c'est un roman adulte et à pas mettre même dans la main des ados, je pense, sauf s'ils sont déjà avertis sur la question. Le niveau d'anglais également reflète ça, c'est-à-dire qu'on est sur de l'argot, avec pas mal aussi d'argot propre à la Louisiane. Bref, pas forcément pour les débutants. Il a été traduit très récemment, en fait c'est comme ça que j'en avais entendu parler, c'est en le voyant en septembre en France en librairie. Donc il a été traduit, donc si l'argot en anglais vous fait peur, peut-être tentez la version en français. C'était pas un coup de cœur, clairement, c'était une bonne lecture, c'était même pas franchement une très bonne lecture, c'était une chouette lecture mais sans plus. C'était assez rigolo et je me suis plutôt attachée au personnage du dragon, pas franchement à Squib. Et d'ailleurs, juste une petite remarque, ce n'est pas parce que l'un des deux personnages principaux est un ado qu'on est sur un roman qui pourrait tendre vers du young adult, non pas du tout. En fait c'est un espèce de
personnage secondaire si on veut. Squib, c'est le centre de l'intrigue, c'est vraiment ce dragon et ce qui va leur arriver vis-à-vis du policier véreux et des trafics et tout ça. Bref, une bonne lecture et qui change un peu. Ce que j'ai bien aimé surtout, c'était l'ambiance du bayou qui était relativement bien retranscrite, mais c'était pas non plus une lecture inoubliable. Simplement, si vous connaissez Eowyn Colfer en jeunesse et que vous voulez le tester en adulte, et ben écoutez, foncez à mon avis, vous serez surpris. Et pour les autres, si vous connaissez pas l'auteur, je veux pas vous dire que ça soit vraiment représentatif de sa plume par ailleurs, vu que c'est la première fois qu'il fait de l'adulte, mais ça fait passer un bon moment et honnêtement c'est relativement original. Ensuite, pendant qu'on était en France, j'avais besoin d'une lecture facile et en plus on était pile au bon moment pour lire ça, donc j'ai pris The Christmas Horrors and the Naughty List de Tom Fletcher, qui est donc le 3e tome de la saga du Christmas Horrors, donc du Noël aux Ors. Je vous en ai parlé plusieurs fois de cette saga. On est donc sur une saga clairement jeunesse, qui se lit aussi bien en français qu'en anglais, parce que clairement c'est très très accessible même pour les débutants, et dans laquelle on va suivre William Trundle. William, c'est un petit garçon qui souffre de handicap, il est en fauteuil roulant et il va se rendre compte que le Père Noël existe, et il va surtout faire connaissance avec le Noël aux Ors, donc ce petit dinosaure qu'on voit ici. La particularité de ce tome, c'est qu'on n'est pas centré sur William justement, on est centré sur le Noël aux Ors. Et en fait, ce Noël aux Ors va essayer de résoudre les problèmes des enfants qui sont sur la naughty list, donc la liste des enfants qui n'ont pas été sages, parce que si cette liste est trop importante, et ben l'équilibre de Noël va disparaître et la magie de Noël pourrait disparaître avec elle. Et donc le Noël aux Ors va rencontrer chacun de ces enfants qu'on voit là pour les aider à résoudre leurs problèmes. Ce garçon-là, par exemple, est un bully, donc il harcèle d'autres enfants à l'école. Les deux jumelles que l'on voit ici sont des princesses pourri gâtées, et donc il va les aider en quelque sorte à redresser leurs torts et leurs défauts. Et ensuite on va retrouver vers la fin du roman William, que l'on voit juste là, qui s'est retrouvé bien malgré lui sur la naughty list, et c'est un petit peu ça aussi la clé du roman, c'est comment est-ce que William Trundle, qui est l'enfant le plus gentil, le plus attentionné, le plus généreux du monde, a pu se retrouver sur la liste des enfants passages. C'était une lecture vraiment très très mignonne, très très douce, avec toujours beaucoup d'humour, même à destination des parents. J'ai souri plusieurs fois, j'ai rigolé aussi une ou deux fois. C'était très touchant comme toujours. J'ai bien aimé le concept et le fait qu'on change un peu de la structure des deux premiers et que William se trouve un peu plus en arrière-plan et qu'on explore entre guillemets l'univers de manière un petit peu plus large. C'était très chouette, je l'ai lu en 2 soirs et demi, c'est vraiment écrit très gros, il n'y a pas de souci de ce côté-là, vous voyez, ça va hyper vite à lire. Je sais pas ce qui est tombé de mon livre, une enveloppe. On a même de très jolies illustrations comme ça, enfin bref, si vous connaissez pas cette saga, les 2 premiers tomes, ou en tout cas le premier tome c'est sûr, ont été traduits, donc que ça soit pour vous ou pour vos enfants, c'est une petite lecture très très mignonne, à faire de préférence évidemment au moment de Noël. Si comme moi vous êtes dans une période un peu plate au niveau de la lecture, c'est typiquement le genre de lecture qui se font toutes seules sans y penser, ça peut vraiment faire du bien. Ensuite, 3e roman dont je vais vous parler aujourd'hui, je ne l'ai pas en papier parce que je l'ai lu en version e-book, je vous mettrai la couverture bien évidemment en bas de l'écran. Il s'agit de Encens de Johanna Marines, que j'ai lu dans le cadre du PLIB 2022. Alors ce roman, je l'ai lu peu de temps après High Fire et je m'en étais pas rendu compte, mais on était clairement dans le même cadre, vu qu'on se trouve à la Nouvelle-Orléans. Et si vous vous souvenez du roman que j'ai lu au mois de septembre, The Axeman's Jazz de Ray Celestine, dont je vous parle à peu près toutes les 2 ou 3 vidéos, et ben on est exactement à la même époque, c'est-à-dire la Nouvelle-Orléans en 1919, et on va se retrouver dans le même contexte que dans The Axeman's Jazz, c'est-à-dire que l'on va suivre l'enquête qui cherche à démasquer le tueur à la hache. Donc Encens est en fait un roman historique, et plus précisément une uchronie, dans la mesure où c'est un roman qui rentre dans le PLIB, et qui a donc forcément un fond d'imaginaire. On va suivre toute une myriade de personnages qui gravitent tous pour leurs propres raisons autour de l'enquête qui porte sur le tueur à la hache. En particulier, on va suivre Grace, qui est une jeune femme et qui a un don particulier. Quand elle touche les gens, quand elle pose les mains sur eux, elle a des visions, que ça soit sur eux ou sur leur avenir.
Et elle a déjà utilisé par le passé ses visions pour aider son père à résoudre des enquêtes, car son père est policier, et il se trouve que son père est en charge de l'enquête sur le tueur à la hache. Il y a vraiment beaucoup de personnages dans ce livre, donc je ne vais pas tous vous les énumérer. Sachez simplement que le cœur de l'intrigue, c'est que donc on va suivre d'un côté l'enquête qui vise à démasquer le tueur à la hache, et de l'autre le mystère qui tourne autour de la vie de Grace, parce qu'elle a été adoptée, ça on le sait très rapidement, et elle avait été retrouvée dans un orphelinat qui a brûlé par le passé, et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à être adoptée. C'est que son père était un des policiers qui est venu sur les lieux au moment de l'incendie et qui a donc sauvé Grace. Je m'en arrête là pour l'histoire à proprement parler parce que j'ai vraiment pas envie de vous en dire plus. Sachez simplement qu'une part importante de ce roman, c'est la place qui est faite aux automates et à ce qu'on appelle les illusionnautes, c'est-à-dire des automates qui ont vraiment une apparence humaine parfaite au point d'être trompeurs. Et ces illusionnautes, en fait, dans cette version de l'histoire, ce sont eux qui ont fait l'objet de discrimination aux États-Unis au point qu'ils ont été absolument massacrés à la fin du 19e siècle. Et on se retrouve donc en 1919 où il y a encore des automates dans la vie de tous les jours. Par exemple, il y a un automate qui fait partie de la police mais qui n'est pas gradé. Voilà, ils font un peu les jobs de type petite main, ils sont peut-être serveurs ou alors musiciens dans des cabarets, bref, ils n'ont pas des rôles très importants à jouer dans la société, mais ils existent. J'ai beaucoup aimé ce roman, il soulève tout un tas de questions. Évidemment, les illusionnautes jouent en fait le rôle un petit peu des Noirs dans l'histoire des États-Unis à ce moment-là. D'ailleurs, c'est clairement dit, à un moment, une personne noire intervient et dit « si les illusionnautes n'avaient pas été massacrés, ça aurait pu être nous ». Donc il y a des parallèles qui sont très très intéressants. J'ai trouvé aussi que le décor était assez fouillé, même si j'ai pas forcément ressenti l'ambiance Nouvelle-Orléans comme je l'aurais souhaité, mais c'était très chouette. Il faut savoir que le tueur à la hache est un tueur qui a réellement existé et que l'une de ses exigences était que si les gens jouaient du jazz le soir dans leur maison, eh bien ils ne les tueraient pas. Et donc le jazz est présent, mais peut-être pas aussi présent que je l'aurais souhaité, ni aussi présent que il l'était dans The Axeman's Jazz de Ray Celestin, mais vraiment je me suis efforcée de ne pas tirer trop de comparaisons entre les deux romans parce qu'ils sont quand même très différents. Dans un cas on a un thriller historique et dans l'autre un roman de SFFF. Donc voilà, la comparaison pour moi s'arrête là, mais sachez que si vous cherchez vraiment le côté Nouvelle-Orléans et jazz, vous serez un petit peu déçus. Maintenant si c'est juste, vous cherchez juste une introduction à cette ambiance, et ben ça sera parfait pour vous. J'ai beaucoup aimé les personnages, même si je me suis pas réellement attachée à Grace, je me suis davantage attachée à son père notamment, le policier William il me semble. Et j'ai aussi bien aimé la résolution, même si je la sentais venir, honnêtement. Comment vous dire? En fait, ce roman se situe à la frontière entre un roman de SFFF et un roman policier, pas vraiment un thriller, plutôt un roman policier, mais assez léger, et moi, en tant que grande consommatrice de thriller, bah forcément j'ai vu quelques ficelles, tandis que j'ai vu des retours de gens qui ne consomment quasiment exclusivement que de la SFFF, qui eux ont été très agréablement surpris par le côté de l'enquête. Donc sachez-le, si vous êtes féru d'un des deux genres, vous risquez peut-être d'être déçu par justement ce genre en particulier, tandis que l'autre vous satisfera peut-être un peu plus, ou alors comme moi, vous serez simplement content des deux côtés, mais sans être forcément ébloui. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de vous dire, mais voilà, du fait d'être à cheval sur deux genres, il a un petit peu du mal à remplir son rôle pour chacun des genres et pas juste à faire du 50-50 pour les deux. Bref, c'est comme toujours, quand on essaie de tout faire, c'est dur de tout faire bien. En général, on est un petit peu en dessous pour tout, mais ça reste globalement une lecture très satisfaisante. Ça m'a donné très envie de découvrir le reste des travaux de l'autrice. Une seule petite remarque, moi je l'ai lu donc en e-book et en fait j'ai eu plusieurs fois des grosses coquilles dans ma version. Je sais pas si c'est lié à la version numérique. Si quelqu'un l'a lu en papier, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai relevé au moins une dizaine ou une quinzaine de coquilles, notamment des problèmes de et ER, des confusions entre et ER au niveau des participes passés notamment, et également j'ai vu plusieurs assez grosses fautes de syntaxe, même parfois qui s'étalaient, qui créaient des incohérences entre deux paragraphes, donc c'était quand même assez gênant, mais ça m'a pas empêché de reconnaître que le style de l'autrice en tant que conteuse d'histoire était là par contre très efficace, et j'ai vraiment aimé sa plume. Simplement sachez-le,
S'il y a des choses qui vous paraissent incohérentes à certains moments, peut-être à 2 ou 3 endroits, c'est peut-être simplement lié à la syntaxe. Donc prenez bien le temps de revenir au paragraphe d'avant parce que sinon ça peut créer des mini incompréhensions. C'est pas des choses énormes, mais voilà, sinon ça reste une très très chouette lecture. Je sais pas, honnêtement, je pense pas qu'il sera dans mes 5 finalistes du PLIB, mais je suis ravie de voir qu'il a été dans les 25 et je suis ravie de l'avoir lu et je suis sûre que je lirai d'autres romans de Johanna Marines à l'avenir. Alors, on enchaîne avec la lecture qui va me permettre de faire la transition entre roman et lecture graphique. J'ai lu, vous l'aviez vu dans mes vidéos précédentes, How Winston Delivered Christmas de Alex T. Smith, qui est donc une histoire de l'Avent, comme indiqué ici, en 24 chapitres et demi. C'est littéralement une histoire de l'Avent, c'est-à-dire que l'histoire est faite et est construite pour se lire au fur et à mesure du mois de décembre, avec des petits chapitres très très courts qui font en général pas plus de 2 ou 3 pages. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez le premier chapitre dédié au 1er décembre qui s'étale sur cette double page. Et celle-ci, et voilà, c'est fini. Donc parfait pour les débutants en anglais. De ce côté-là, au moins, ça vous fait une petite dose d'anglais tous les jours. Et le style est aussi très accessible. Au niveau de l'histoire, on va donc suivre Winston, cette petite souris qui est juste là. C'est une petite souris qui a une vie pas facile du tout. Elle n'a pas de logement, elle a du mal à se nourrir. Et elle va se retrouver la veille de Noël, toute seule dans le froid, dans la neige, jusqu'à qu'une enveloppe lui tombe dessus. Et en fait, elle va se rendre compte que cette enveloppe était destinée à la boîte aux lettres. L'adresse dessus, c'est celle du Père Noël, et donc elle va se donner pour mission de livrer cette lettre au Père Noël parce qu'elle comprend vite que c'est la lettre d'un enfant qui a fait donc sa demande, sa liste au Père Noël, et comme on est la veille de Noël, et ben il faut se dépêcher, et Winston va donc avoir des petites aventures à travers toute la ville pour arriver à mener ou non à bien sa mission. C'était une histoire vraiment très très chou, c'était très doux, j'étais très contente de le lire un petit peu tous les jours. Je vais juste vous montrer une ou deux illustrations parce que c'est aussi la force de ce livre, c'était qu'il était très très bien fait et très très beau. Vous voyez, j'ai beaucoup aimé le style d'illustration, j'ai beaucoup aimé la palette de couleurs également, je vous en montre encore une ou deux. Donc voilà, une petite histoire très mignonne. Il me semble avoir vu qu'une suite, ou en tout cas une sorte de tome compagnon était sortie cette année, donc je me le prendrai sûrement pour l'année prochaine parce que c'est typiquement le genre de petite histoire qui fait du bien. En général, je me faisais ça avec mon goûter le soir, avec un petit chocolat, ma tisane ou mon thé du calendrier de l'Avent d'Aman Frères que je vous avais montré dans mes vlogs de décembre. Un petit rituel très mignon et qui fait vraiment chaud au cœur pendant le mois de décembre. Allez, on finit avec 3 lectures graphiques. Tout d'abord, un petit album jeunesse que je vous ai montré déjà plusieurs fois. Il s'agit de The Night Before Christmas in Wonderland de Caris Baxington et Kate Hindley. On est ici donc sur un album jeunesse, c'est vraiment un très très court album qui doit faire peut-être 15-20 pages, pas plus. Je vais juste vous montrer une ou deux illustrations, vous allez voir à quel point il est magnifique. J'ai adoré le style, j'aime beaucoup ce style de dessin au niveau des personnages notamment, je trouve ça très moderne et j'ai trouvé que ça collait bien comme réinterprétation graphique de Alice au Pays des Merveilles. En fait, dans cette histoire, on est donc avec le Père Noël et qui va retrouver une lettre qui lui avait été adressée des années et des années auparavant et qui vient en fait de la Reine de Cœur, et le fait que cette lettre ne soit jamais parvenue au Père Noël, ou en tout cas qu'il n'y ait jamais répondu, serait la raison pour laquelle elle serait devenue méchante. Et on va donc assister à la mission spéciale du Père Noël et des reines pour retourner au Pays des Merveilles et essayer de sauver le pays parce que évidemment il est sous le joug de la tyrannique Reine de Cœur. C'était très mignon, il y avait une petite touche d'humour, c'était très bien écrit, façon un petit peu poème ou conte à l'ancienne, avec des rimes, ce genre de choses, des jeux de mots, enfin bref, j'ai adoré et le côté graphique forcément fait que c'était une très jolie lecture. Il a été traduit l'année dernière en France, donc si vous le souhaitez pour vos enfants par exemple l'année prochaine, ou pour vous à déguster avec une petite tasse de thé la veille de Noël bien évidemment, et ben c'est parfait, mais en tout cas je vais me renseigner sur ce qu'on fait d'autre, sur ce que ces autrices ont fait d'autre, parce que j'ai adoré la palette graphique et en plus l'humour colle très bien forcément avec l'univers de Carol.
Ensuite, une petite BD que j'ai lue la semaine dernière, il s'agit du tome 3 de Sorceline au cœur de mes origines de Sylvia Douillet et Paola Antista. Comme on est ici sur un tome 3, je ne vais pas m'attarder sur le pitch, sachez seulement que comme son titre l'indique, on avance un petit peu dans la quête de Sorceline pour découvrir qui elle est et d'où elle vient et surtout qui sont ses parents. Et sinon, on avance également un petit peu dans le mystère qui tourne autour de l'école. Pour ceux qui n'ont jamais lu cette saga, Sorceline fait une formation pour devenir magizoologiste, c'est-à-dire pour étudier les créatures magiques, sauf que l'école dans laquelle elle a mis les pieds semble bien étrange et il s'y passe des choses très très bizarres. On a une espèce de mini-enquête, mais rassurez-vous, c'est vraiment de la jeunesse, hein, donc c'est très très simple, pas sombre du tout, c'est juste pour ajouter une petite touche de mystère. Ce que j'aime toujours autant dans ces BD, c'est bien évidemment leur univers graphique. Je vais vous montrer une ou deux planches sans vous spoiler, donc on va se mettre au début. Et avec une palette de couleurs qui est absolument canon et qui retranscrit bien ce côté mystérieux et magique. Ça se lit ultra vite et j'ai pas acheté le tome 4 pendant que j'étais en France, j'aurais peut-être dû, j'attendrai l'année prochaine, mais c'est une saga que j'aime toujours autant et que je vous conseille vivement si vous cherchez une petite BD fantasy qui soit accessible à tous les âges. C'est vraiment de très bonnes BD. Et ma dernière lecture qui date, elle, de cette nuit, il s'agit de La Terre du Milieu, mais un petit peu sur la gauche de Antoine Pierce et Arnaud Léhu. Pourquoi je vous dis que je l'ai lu cette nuit, c'est parce que hier soir on a fini notre marathon annuel du Hobbit et du Seigneur des Anneaux et en fait je venais de finir mon puzzle dont je vous parlais tout à l'heure, je l'ai encollé pour pouvoir l'encadrer et donc en attendant que la colle sèche pour vérifier que tout se passe bien, et ben je me suis lu ça à 2h du matin. Enfin bref, j'ai des nuits absolument passionnantes. C'était vraiment excellent, j'ai adoré cette BD, on est donc sur une parodie, vous l'aurez compris, du Seigneur des Anneaux. Je vais vous montrer une ou deux planches. C'est un style très simple, très moderne, avec des couleurs assez punchy, qui fait penser à la parodie d'Harry Potter qui existe chez le même éditeur qui s'appelle Bloody Harry. Et on est clairement sur une parodie très humoristique. J'ai ri à haute voix plusieurs fois, à tel point que j'ai dû aller dans la chambre parce que je faisais trop de bruit dans le salon, parce que mon chéri, lui, avait enchaîné sur un autre film, et il en avait marre de m'entendre pouffer, alors que lui, il l'avait pas encore lu, il m'a dit qu'il le lirait tout seul tranquillement, mais qu'il avait pas envie que je lui gâche la surprise. C'est très moderne comme humour, par exemple, il y a la présence de la police, il y a des références, je sais pas moi, au trafic routier, etc. C'est complètement décalé, mais ça marche très bien. Tous les noms ont été changés, et avec des jeux de mots qui sont plutôt sympas. Par exemple, c'est pas la comté, c'est la tome, parce que oui, bah la comté c'est un nom de fromage. J'étais très contente que ça soit ma première lecture de l'année parce que ça m'a mis de très bonne humeur et ça augure d'une bonne année lecture. C'est d'ailleurs aussi ce que je vous souhaite parce que bah c'était donc ma dernière lecture pour cet avis. Je vous souhaite de très belles découvertes cette année, que ça soit en termes de nouveaux auteurs, de nouveaux styles graphiques peut-être, de vous lancer dans un genre que vous n'avez jamais découvert auparavant. Une année aussi remplie d'émotions, de coups de cœur, de rire, une bonne année de lecteur quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels ouvrages vous ont fait envie ou alors lesquels vous avez déjà lus et ce que vous avez pu en penser. Pensez également à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Vraiment, ça m'encourage et puis mine de rien, bah, ça aide au référencement sur YouTube. Si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et peut-être à recommander cette chaîne ou alors peut-être uniquement cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Si vous avez vu un livre qui serait susceptible de plaire à cette personne, ben ça peut peut-être aider d'avoir un avis dessus. Moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!